Bonjour, chers amis de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue encore dans votre émission Parlons Tourisme que je fais chaque fois avec mon doyen Père Kopa, que je dis bonjour Père Kopa. Bonjour Abdoulaye. Père, je pense que namoon nga émission bi baal ma àq baal oui naa la àq. Abdoulaye baal naa la. Moi je pense que dama la war a baloo àq ndax ndaw moom bu reconnaître la valeur de nos ancêtres, la valeur d'un vieux. Je pense que loolu kenn mënu koo fay. yow laa war a baloo àq d'abord Abdoulaye baal ma àq. kon baal naa la ñi baalu àq aussi ñi ñuy seetaan ci e-Tourisme TV. Pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur e-Tourisme TV à l'occasion de la fête de la Tabaski. Nous disons baal la ñu àq yéen ñëpp di dalal tey suñu benn invité bu bees qu'on va laisser se présenter. Bonjour le docteur Tendeng. Bonjour monsieur Diédhiou. Bonjour Père Kopa. Bonjour, bonjour Tendeng. Très heureux de vous recevoir sur le plateau. C'est partagé. C'est partagé. C'est vraiment gentil. Merci. Avec son sourire qui ne coûte rien mais qui achète tout. Merci. Donc, Père, on a un invité qui nous vient de Dakar. Donc, que je vais vous laisser d'abord présenter. D'abord, vous allez présenter l'invité avant qu'on ne lui donne C'est ça. la parole. Ce ne serait pas long de recevoir un docteur en tourisme, le premier docteur en tourisme au Sénégal. Il est humble, il est effacé, mais il est très efficace. Il quitte Dakar, la capitale du Sénégal. C'est un spécialiste en tourisme durable. Aujourd'hui, il faut le remercier d'avoir répondu à notre appel, parce que ce n'est pas évident, surtout quitter Dakar pour venir sur la petite côte. On vous souhaite la bienvenue, Tendeng. Merci. Monsieur Tendeng, ouais, allez-y. Merci monsieur Diédhiou. Je vais me joindre d'abord vos remerciements et en fait au salam alek que vous venez de faire après la fête de l'Aïd. Donc en tant que musulman, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, voilà, de nous avoir donné la vie et la santé, voilà, afin de pouvoir fêter l'Aïd de 2023. Voilà, di baalu àq ñëpp, di baal àq ñëpp, di wax ñëpp, en tout cas umma islamique bi ak Sénégal. Aïd El Adha, Aïd El Moubarak. Voilà. Ok, merci encore monsieur Tendeng. Donc, monsieur Tendeng, on va revenir un peu sur, pouvez-vous revenir un peu sur votre parcours en tant que docteur en tourisme, je dirais premier docteur en tourisme au Sénégal. Merci monsieur Diédhiou. C'est une question pertinente. Voilà, je suis le premier docteur en tourisme au Sénégal. Un premier docteur formé dans une université publique sénégalaise, de la première année jusqu'au doctorat, dans cette discipline relativement nouvelle qui est le tourisme, du moins les sciences du tourisme. Donc je suis spécialiste du tourisme durable, du marketing touristique sociétal, mais aussi de tout ce qui est économie touristique solidaire. Voilà, donc c'est un tout indivisible. Quand on parle du tourisme durable, on fait allusion à l'économie équitable, l'économie solidaire. On fait allusion aussi à la protection de l'environnement, mais aussi à la valorisation et à la protection des us et coutumes. Voilà, donc quand on est spécialiste du tourisme durable, on est entre guillemets le garant de la stabilité, le garant de l'équilibre social qu'on doit pallier au développement économique et touristique d'une destination. C'est ça. Voilà, donc depuis juillet 2022, j'ai été recruté pour diriger le cluster tourisme de Ziguinchor. C'est un centre de référence de la formation professionnelle au métier du tourisme et de l'hôtellerie. Voilà, donc c'était un peu long ma présentation. Donc il fallait que C'est normal, c'est normal. les Sénégalais sachent qui est en tout cas en train de s'adresser à eux à travers cette émission-là que je salue. Une très bonne formation, Abdoulaye. Je pense que... Une très bonne formation, un spécialiste de tourisme en face de nous. Si je comprends bien, Tendeng, je pense que est-ce que le tourisme durable n'est pas la meilleure formule adaptée à nos réalités? Une formule qui répond aux préoccupations des Sénégalais dans son tourisme. Un tourisme qui rend grâce à ceux qui viendront dans le futur. Le tourisme durable. Merci Père Kopa. C'est une question très pertinente. Parce que quand on prend référence de la définition même d'un développement durable, d'abord c'est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre les forces des générations futures qui vont venir, les leurs. Alors ceci étant dit,
le tourisme durable, s'il est bien cerné et bien développé dans notre pays, notre destination, qui compte déjà 6 zones d'intérêt touristique, et dans chaque zone d'intérêt touristique, il y a ce qu'on appelle des particularités en termes de patrimoine naturel, culturel, mais aussi en termes de ce qu'on appelle d'héritage. Alors, quand on voit un peu le triptyque du développement durable, du développement touristique durable, il faut comprendre qu'il faut que l'activité touristique déployée dans une zone puisse être écologiquement viable. C'est ça. Qu'elle puisse être aussi équitablement, économiquement équitable, mais aussi socialement vivable. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est un tourisme qui doit respecter l'environnement, qui doit préserver les us et coutumes, valoriser les cultures locales, mais aussi arriver à ce qu'on appelle le partage équitable des recettes. C'est ça. Donc c'est un tourisme qui est différent de l'activité touristique déployée, du tourisme intensif, qui fait appel à ce qu'on appelle des hôtels de grand standing, mais aussi d'une consommation ostentatoire des ressources et d'une dégradation insidieuse de l'environnement. Voilà. Donc, quand on essaie de mettre en avant ce produit qui est le tourisme durable au Sénégal, je pense qu'on va parvenir à ce qu'on appelle une réduction de la pauvreté. Parce que, imaginez si les campements villageois du Sénégal, de la Basse-Casamance, du Sine Saloum et du Sénégal oriental parviennent à être alimentés de manière régulière des arrivées des touristes, aussi bien nationaux qu'internationaux, bien sûr. Bien sûr. Donc cela parvient à donner de l'emploi. Ça va donner des emplois indirects et des emplois directs. Et des recettes qui vont tomber sur les populations. Justement, voilà. Donc c'est ce qui veut dire que pour moi c'est la meilleure formule. On nous parle du tourisme interne, du tourisme domestique. Oui, mais quand on va faire du tourisme domestique, quand on va inciter les Sénégalais à visiter l'intérieur de leur pays, pour moi il faudra les orienter vers les campements villageois et non les grands hôtels, les hôtels de grand standing qui appartiennent à des étrangers. Donc par conséquent, les recettes de ces hôtels de grand standing sont rapatriées vers les populations, vers les pays d'origine de ces propriétaires de ces grands hôtels-là. Alors moi, à coup sûr, je suis vraiment d'avis avec vous, je suis d'accord que c'est vraiment le type de tourisme alternatif qui puisse développer le pays et sa population. C'est ça. Donc, vous avez parlé de cette formule de tri, le tourisme rural intégré qui était né en Casamance en 1970, qui permettait aux villageois, par exemple, partant des recettes, de construire des écoles, des centres de santé, faire des additions d'eau. Mais aujourd'hui, cette formule-là, il est vieillissant aujourd'hui. Il tend à disparaître à cause des problèmes. Et c'était une très bonne formule pour les populations. Et vous l'avez développée. Pourquoi pas ne pas faire revenir cette formule-là, cette formule tri, tourisme rural intégré? En tout cas, merci, Père Copa. Quand Adama Boudjali et Christian Sadio ont eu cette initiative-là de lancer le tourisme rural intégré, ils avaient une vision claire. Quand ils ont lancé cette formule du tourisme rural intégré, ça a permis aux populations locales d'abord de pouvoir écouler leurs produits locaux. Pourquoi? Parce que ce qui est préparé dans ces campements villageois-là, ce sont des produits frais, des produits du terroir. Donc ça avait permis aux pêcheurs de pouvoir écouler facilement leurs produits halieutiques, mais aussi ceux qui étaient spécialisés des cultures maraîchères de pouvoir évacuer et écouler leurs marchandises. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le matériel qui est utilisé, c'est un matériel local. Voilà. Les campements sont construits à base de matériaux locaux. Donc ce qui est utilisé là-bas, soit c'est l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, ou bien des lampes traditionnelles. Voilà. Donc ce qui veut dire que c'est quand même moins polluant comparé au tourisme intensif, qui génère beaucoup de revenus, certes, mais qui dégrade énormément l'environnement et qui participe à la dépravation des mers. Voilà. Donc moi je suis vraiment d'avis que l'État du Sénégal puisse s'approprier de ce projet-là et de relancer
les campements villageois hein, qui se trouvent dans pas mal de zones au sud, au niveau même du delta du Sine Saloum et au niveau du Sénégal oriental, de pouvoir les relancer et de prendre en charge ce volet-là pour faire vraiment de cette niche de clientèle-là un tourisme prospère, profitable à tous les niveaux. Exactement ça, Abdoulaye. Ok, donc moi je reviens sur le fait qu'on parle de tourisme durable et de tourisme responsable. Ces deux-là, est-ce qu'ils peuvent être dissociés? Tourisme durable et tourisme responsable. Parce que moi, selon moi, je pense que toute personne qui aspire vers le tourisme durable doit être quelqu'un de responsable. Et toute personne responsable aspire vers le tourisme durable. Et selon vous, est-ce qu'on peut dissocier ces deux trucs? Non, c'est pour moi un tout indivisible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on est dans un développement durable ou dans un développement touristique durable, cela voudrait dire qu'au préalable, on a ce qu'on appelle un engagement social. Et à travers cet engagement social, il y a un comportement responsable à adopter dans les lieux visités. Donc, comme l'exigeait ce qu'on appelle le code d'éthique du tourisme et tout ce qui est, en tout cas, qui a été ratifié dans ce qu'on appelle les concertations depuis Lanzarote jusqu'à Rio de Janeiro, concernant le comportement du voyageur dans les lieux visités, pendant le voyage, pendant le séjour et même après le voyage. Voilà. Donc, généralement, les touristes que nous, on a pu interviewer à travers nos recherches, on a constaté que ceux-là qui viennent pour du tourisme solidaire, ils ont d'abord un engagement. Et leur engagement peut être classé en 3 paliers. Un engagement social qu'on appelle l'engagement affectif ou émotionnel, donc qui fait allusion à ce qu'on appelle l'aspect philanthropique du touriste, mais aussi son aspect et son esprit symbolique. Le fait de pouvoir participer à des œuvres caritatives, de pouvoir faire ce qu'on appelle de la solidarité, faire des dons à ces populations-là auxquelles ils ont été en tout cas en contact direct. Voilà. Mais aussi il y a un autre engagement qu'on peut qualifier d'engagement de continuité ou calculé. Oui, parce que certains parmi eux, quand ils viennent, ils ont derrière la tête un investissement. Il y a aussi un autre engagement qu'on peut qualifier de normatif. Voilà, normatif ou un engagement qui, en tout cas, à travers ces touristes-là, on voit nettement que c'est des touristes qui respectent les us et coutumes. Oui, ils sont là et ils s'identifient même aux populations locales. Donc, vous voyez, alors, quand on parvient à, en tout cas, déchiffrer ces 3 niveaux d'engagement, on voit à travers le tourisme un comportement responsable. Il y a des engagements au préalable à respecter. Justement, on voit un comportement responsable et qui se traduit tous les jours dans ce qu'on appelle un comportement, enfin le développement touristique durable, voilà, parce qu'il respecte les triptyques du développement durable. Voilà, donc, pour répondre à votre question, on ne peut pas dissocier le tourisme durable du tourisme responsable. Donc, le tourisme responsable, le tourisme rural intégré, l'écotourisme, le tourisme solidaire sont des formes alternatives du tourisme qu'on peut qualifier d'un type de tourisme durable. Un type de tourisme qui aspire à un développement durable pour les populations locales. Et selon vous, notre pays, nous, on crie toujours balnéaire. Mais est-ce que ce balnéaire-là est plus avantageux pour notre pays ou bien on peut aller vers ce tourisme durable et responsable, comme on dit, solidaire aussi? Lequel, selon vous, convient mieux à notre pays? Bon, le type de tourisme qui puisse participer à un développement endogène et un développement inclusif pour le pays, pour la destination Sénégal, pour moi, ce sont ces différentes formes de tourisme alternatif que je viens de citer, voilà, qui répondent au triptyque du développement durable. Voilà, parce que le tourisme balnéaire, moi je le qualifie comme un tourisme intensif. Un tourisme intensif qui participe à une dégradation insidieuse de l'environnement, qui fait que certains touristes qui viennent
se déplacent en horde. C'est comme une meute qui pense tout avoir en échange de quelques subsides, en échange de quelques billets de devises étrangères, et qui s'adonnèrent à ce qu'on appelle des dépenses ostentatoires et parfois même s'abandonnèrent à une sexualité débridée. Donc il faut appeler le chat par son nom. Voilà, donc c'est un type de tourisme qui a beaucoup dégradé l'environnement, mais aussi qui a participé à une dépravation des mœurs. Et pour moi, ce n'est pas du tout bénéfique pour le Sénégal, d'autant plus que les grands hôtels de grand standing, si vous prenez la Grande Côte, la Petite Côte et la Casamance, déjà le Sénégal fait, il faut dire que on est à peut-être 700 et quelques kilomètres de littoral. Et ce type de tourisme développé au niveau du littoral est un tourisme qui dégrade, mais aussi qui n'enrichit pas forcément le pays. Pourquoi? Parce que les recettes qui sont générées à travers ces grands hôtels sont rapatriées vers les pays d'origine des propriétaires des grands groupes de ces hôtels-là. Maintenant, si on développe les différents types de tourisme durable dans les 6 zones d'intérêt touristique du pays, ça répond aux préoccupations des Sénégalais. Voilà, donc ça quand même, ça va participer à une réduction de la pauvreté à tous les niveaux. Parfaitement raison. Voilà. Mais préservation de la nature. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais docteur, on nous dit souvent que la règle d'or du tourisme durable est de transformer les habitants locaux en acteurs principaux. Qu'est-ce que vous analysez sur ça? Quelle est votre analyse sur Oui, ça? ça c'est important. Pourquoi? Parce que dans chaque développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les populations, les gens pour lesquels vous vous levez, puissent se sentir impliqués. Donc, comme le disent les Anglais, everyone should be get involved. Donc, voilà, ils doivent se sentir impliqués et sentir aussi les retombées. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut responsabiliser les populations locales, prendre parmi les enfants de cette zone touristique-là, il faut les recruter dans ces campements villageois-là. Oui, même s'ils seront en tout cas formés sur le tas, c'est bien. Voilà, parce que beaucoup d'hôtels le font, vu qu'il y a un problème de professionnalisme, un problème de capacitation. Donc, il y a certains hôtels même de grand standing qui forment leur personnel sur le tas. Vous voyez? Donc, je ne vois pas, en tout cas, le blocage par rapport aux campements villageois ou aux gîtes qui sont dans ces localités où on a besoin d'un développement endogène, on a besoin d'un développement local et que les populations locales puissent se sentir impliquées. Voilà. Donc, de l'autre côté, il y a certains campements villageois qui redistribuent ce qu'on appelle les retombées. Voilà, à travers peut-être la construction d'écoles, l'équipement de certains centres de santé, voilà, et en tout cas les aides aux services sociaux et voilà, parvenir à en tout cas assister les populations locales dans leurs préoccupations quotidiennes. Voilà. Donc cela, en tout cas, ça transforme les populations d'accueil en acteurs de développement. Voilà. Mais aujourd'hui, pourquoi un tourisme responsable au niveau des gîtes du Sénégal, quoi? Et c'est quoi les gîtes? Les gîtes sont les zones d'intérêt touristique du Sénégal. Voilà, les zones d'intérêt touristique, on en a 6. Nous avons la région Dakar et la presqu'île du Cap-Vert. On a la région de Thiès et la Petite Côte. Nous avons le delta du Sine Saloum. Nous avons la région nord et la vallée du fleuve Sénégal. Nous avons le Sénégal oriental et la Casamance. Donc je disais tout à l'heure que dans chaque zone d'intérêt touristique, il y a un patrimoine naturel, culturel, architectural et ce qu'on appelle un héritage qui est propre à cette zone-là. Et ce qui fait de chaque zone une zone spéciale. Du coup, quand le touriste fait le tour de ces 6 zones d'intérêt touristique, il parvient à découvrir de nouvelles choses. Voilà, donc il n'y a jamais de monotonie, il n'y a jamais de routine. Alors, chaque zone présente ce qu'on appelle des spécificités. Et ce qui fait quand même le charme de cette destination au Sénégal. Et cette richesse que nous avons en termes
de legs et de patrimoine naturel et culturel. Si on revient un peu sur le fait de vouloir, comme on l'a dit tout à l'heure, si on veut développer ce tourisme durable, ce tourisme responsable, mais côté coût, selon vous, le tourisme de masse et le tourisme durable, lequel coûte plus cher au client qui veut venir, que ce soit un client local comme un client international? Selon vous, lequel est coûte moins cher ou plus cher que l'autre? Bon, d'abord en termes de... Vous savez, l'activité touristique est une activité qui déploie plusieurs secteurs. Donc, plusieurs secteurs doivent interagir afin qu'elles puissent exister. D'abord, il y a les transports aériens, les transports routiers, les transports ferroviaires, maritimes, etc. Alors, je sais que le coût du transport aérien est quand même élevé pour la destination Sénégal. Ça coûte très cher de venir au Sénégal par avion. Maintenant, une fois au Sénégal, est-ce que le touriste qui a subi en tout cas ce tarif aérien exorbitant doit prendre en tout cas le choix, doit faire le choix d'aller séjourner dans un hôtel de grand standing qui va coûter encore cher? Ou est-ce qu'il va prendre le choix d'aller séjourner dans un campement villageois, de vivre l'authenticité de la zone et d'être au contact direct avec les populations locales? Je pense que si les touristes sont bien informés là-dessus, ils vont prendre cette formule-là, d'aller chez l'habitant, d'aller en tout cas dans les campements villageois. Voilà. Je ne fais pas une contre-publicité pour les grands hôtels. Je ne suis pas dans la logique de faire vider les clients qui sont intéressés par ces grands hôtels, ces hôtels de grand standing. Mais dans tous les cas, ce tourisme-là qui est enclavé, qui est un tourisme de loisirs ou de masse, qui est peut-être en tout cas baigné par ce qu'on appelle le balnéotropisme et l'héliotropisme, ne rapporte pas assez au Sénégal et coûte cher aussi par rapport aux touristes, qu'ils soient sénégalais ou étrangers. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, si ces touristes sont bien informés, si on part vers ce qu'on appelle une grande campagne de communication pour vendre le territoire sénégalais autrement, je pense que ces touristes-là vont prendre la formule du tourisme durable et du tourisme responsable. Profitable à tous. Donc, on peut dire que nos services de promotion touristique doivent aussi jouer dans cet élan de promouvoir ce tourisme de masse, ce tourisme durable qui profite plus à notre pays et à notre communauté. Bien sûr. Bon, malheureusement, la plupart des élus locaux, la plupart de l'État central n'est pas tellement bien averti concernant le développement durable du tourisme et aussi les différentes stratégies de développement touristique que le Sénégal doit en tout cas s'approprier pour orienter son développement endogène. Donc malheureusement, ceux qui sont à la tête des directions de promotion touristique du Sénégal, pour moi, ne sont pas avertis. Voilà, donc j'entends tout le temps le programme Tamu Sénégal faire du tourisme au Sénégal par les Sénégalais, c'est-à-dire le tourisme interne, que les Sénégalais visitent leur pays. Mais comment? Ils vont visiter leur pays de quelle façon? C'est ça la question. Est-ce qu'ils vont aller séjourner dans des hôtels de grand standing et être coupés totalement des populations locales, de ce contact-là? Ou est-ce qu'on doit les orienter vers des campements villageois, vers des écologes? Voyez, moi je pense que c'est la meilleure. Voilà, donc il faut vraiment faire en tout cas une sorte de pesanteur et orienter la communication vers ça. C'est ça. Oui, c'est bien beau d'inciter les Sénégalais de visiter leur pays, mais il faudrait les orienter là où ils doivent faire leur gîte et leur couvert. Voilà. Ne pas aller alimenter des hôtels de grand standing pour après retourner chez eux et dire non, j'ai visité le pays. Non, ils n'ont pas visité le pays. Ils ont voyagé en boule de neige. Ils ont quitté leur zone de confort
pour aller dans une autre zone de confort. C'est ça, effectivement. Sans être en contact direct avec les populations locales, sans participer peut-être. Ce n'est que des voyages. Justement. Donc, ils n'ont pas visité le pays, honnêtement. C'est vrai. Voilà. Mais aujourd'hui, on dit souvent, docteur, que le tourisme solidaire, c'est l'aide qui t'aide à apporter votre aide. Très bien. Ça, c'est... Comment vous analysez cela? Ah oui. L'aide qui t'aide à se passer de l'aide. Très bien. Alors, vous savez, quand vous allez peut-être faire une sortie ou une visite à Abéné, Kafountine, à Enampor, à Oussouye, à Djembereng. Donc, le jour où vous aurez la chance d'aller là-bas, vous serez bien accueilli par les populations locales. C'est ça, c'est ça. Que vous soyez noir, rouge, blanc, créole, vous serez bien accueilli. Bien accueilli. Voilà. Maintenant, si vous venez en tant que touriste solidaire avec, en tout cas, des actions de solidarité, mais les populations vont vous aider. Bien sûr. Elles vont vous aider, mais aussi elles vont participer à leur aide elles-mêmes. C'est ça. Vous voyez, simple fait de vous mettre à l'aise, de vous faire, en tout cas, ce qu'on appelle un accueil réputé teranga, de vous mettre à l'aise, de vous permettre en tout cas de déployer votre activité, c'est en tout cas une façon de participer à leur propre aide. C'est ça. Vous voyez. Voilà, donc il n'y a pas ce qu'on appelle des barrières, ce sont des zones ouvertes, où il n'y a pas de problème pour les franchir, etc. On s'intègre rapidement. Voilà. On est là-dessus, très rapidement. Tout à fait. Oui, Abdoulaye, la saisonnalité par rapport à cette forme de tourisme. Parce qu'aujourd'hui, dans ce balnéaire, on parle de saison. Nous sommes en saisonnalité. Mais dans le tourisme durable, un tourisme qui apporte quelque chose aux populations, est-ce qu'il y a une saisonnalité? Pas du tout. C'est pourquoi, depuis tout à l'heure, je disais que c'est le tourisme, le type de tourisme qui peut rapporter le plus. Parce que les adeptes du tourisme de masse, du tourisme de loisirs, qui est un tourisme réputé balnéotropisme, héliotropisme, c'est un tourisme qui est fait par des tour opérateurs. Oui, bien sûr. Et on sait très bien que ces tour opérateurs font et défont les destinations. Vous voyez? Ils font et ils défont les destinations. Et ça, c'est en fonction de leurs intérêts. Ce sont des businessmen. Donc, eux, ils n'ont pas, en tout cas, froid aux yeux. Voilà. Ils ne pensent pas aux préoccupations des populations locales. Ils pensent qu'à leur business. Voilà. Donc, ça, c'est quand même, pour nous, un échec. La saisonnalité, quand elle existe dans une destination, c'est un échec total. C'est un échec, un fiasco. Voilà. Maintenant, pour pallier à cette éventualité-là, les campements villageois, les gîtes, les écologes que l'on peut trouver dans toutes les zones d'intérêt touristique du Sénégal doivent être bien alimentés. Voilà. Et l'État doit faire cet effort-là de promotion et même d'appui, d'aide à ce développement-là. Ce qui veut dire que 12 mois sur 12, les Sénégalais et d'autres nationalités peuvent faire du tourisme solidaire, du tourisme responsable et de l'agrotourisme. 12 mois sur 12. 12 mois sur 12. Bien sûr. 12 mois sur 12, sans arrêt. Voilà. Donc, et à partir de ce moment-là, on ne va plus sentir une saisonnalité. Voilà. Y a-t-il des agences de voyage solidaire au Sénégal, docteur? Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance? Non, pas à ma connaissance. Comme je vous l'ai dit, ce sont des agences de voyage, des TO, omnibulés par la rentabilité. Voilà, ils ne vont pas être des spécialistes de ce type de tourisme-là. Ils sont obligés d'y être. Oui, justement. Mais maintenant, ils essaient de généraliser, quoi. Voilà. À l'époque, ils étaient des spécialistes du tourisme de loisirs, mais maintenant, ils essaient de vendre Fatala, ils essaient de vendre la découverte des chutes du Dine de Fellow, ils essaient de vendre un peu un tourisme de découverte pour la Basse-Casamance, etc. Voilà. Donc, ce sont des agences de voyage qui, pour moi, n'ont pas une belle vision, n'ont pas une bonne vision de développement local. Vous avez parfaitement raison. Donc, tout ce qui les intéresse, c'est la rentabilité. La rentabilité. Oui. Abdoulaye. Donc, si on revient un peu sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que
on n'a pas des Théo qui font la promotion de ce tourisme durable. On n'a pas beaucoup de choses qui font la promotion, la relance de ce secteur-là. Et notre pays, nos responsables, nos dirigeants, quelle est leur part? Quelle doit être leur part dans la promotion de ce tourisme-là? Bon, d'abord, le ministère du Tourisme et des Loisirs, avec ses différents démembrements, ses différentes directions, doit intégrer certains acteurs touristiques dans l'élaboration de la politique de développement touristique et des différentes stratégies de communication. Donc, ils doivent les intégrer automatiquement. Voilà. Il ne faut pas que ce soit l'apanage d'un petit groupe d'individus élitistes nommés par décret ou par arrêté ministériel. Vous voyez? Donc, on ne développe pas un pays avec un petit groupe d'individus. Il faut élargir. On développe un pays avec voilà, ce qu'on appelle une panoplie d'individus qui peuvent interagir à tous les niveaux. Effectivement. Et faire appel à toutes les compétences. Voilà. Moi, je demande en tout cas solennellement à ce ministère-là de faire des recherches. C'est ça. Il y a des gens... La diversification du produit s'avère nécessaire. Justement, il y a des spécialistes du tourisme qui sont là, qui sont très forts en planification, en développement, qui sont très forts en conception de produits touristiques, mais aussi en conception de plans stratégiques de développement de tous les types, toutes les formes de tourisme que l'on peut trouver au Sénégal et développer la destination sénégalaise. Mais il ne faudrait pas qu'ils en fassent l'apanage d'un groupe d'individus élitistes. Donc, il faut élargir et voilà, aller au-delà même des clivages politiques et ethniques et même sociaux. Donc, pour moi, c'est la seule solution de pouvoir intégrer en tout cas les différentes compétences pour développer l'activité touristique. Il faut les utiliser, vous avez raison. Abdoulaye, la formation des étudiants dans cette forme de tourisme, vous qui êtes formateurs dans les universités, est-ce qu'il y a réellement des étudiants qui font des études approfondies sur le tourisme solidaire et responsable? À USN, il y a un master en management des activités touristiques, culturelles, mais aussi une licence en gestion des sites écotouristiques et culturels à l'université du Sine Saloum, et la Ibrahim Agnas. Donc c'est un fourre-tout. Vous voyez, il n'y a pas une spécialité pure et dure, master en tourisme durable, ou master en tourisme durable et solidaire, etc. Il n'y en a pas. À votre avis, ça devait y être. Oui, justement. Et je pense que l'État du Sénégal doit, en tout cas, pouvoir financer ce type de formation spécialisée, ne serait-ce pour les masters. C'est ça. Voilà. Donc, ça, en tout cas, c'est quand même quelque chose que le pays doit financer. Voilà. Et d'autant plus que, Père, on voit qu'actuellement, au niveau mondial, mais les gens vont de plus en plus dans le tourisme durable, dans le tourisme solidaire, dans le tourisme un peu l'écotourisme. C'est-à-dire parce que rapprocher les populations. Parce que les gens apporter l'aide. Les gens ont découvert les hôtels, les trucs de luxe, mais après on se rend compte qu'on va plus vers l'environnement. Et qui parle d'environnement parle d'écotourisme. Mais tout à l'heure vous avez parlé, moi je pense que l'écotourisme au Sénégal doit répondre à deux choses, c'est-à-dire éco comme environnement, écologie, mais éco aussi comme économie. C'est-à-dire que nous, on doit faire de l'écotourisme. C'est-à-dire, c'est vrai. Je vais dans les deux écoles. Bien sûr. Bien sûr. Deux écoles qui vont permettre à notre pays vraiment de sortir de ce... Comment le tourisme peut participer à la réduction de la pauvreté. C'est ça. Donc, on en a besoin, et tout en conservant cet environnement. Bien sûr, bien sûr. Ok. Oui, vous savez, les pays occidentaux, déjà le tourisme a vu le jour en Angleterre par le révérend père Thomas Cook, qui a commercialisé l'Europe en 1855. Donc, au départ, c'était une activité touristique qui a été réservée par un certain groupe d'individus élitistes, c'est-à-dire les enfants, les fils des lords, des seigneurs de guerre anglais, des aristocrates anglais. Donc, ils
faisait ce qu'on appelle des expéditions pour que les enfants de ces aristocrates anglais puissent aller en Italie, en France et en Grèce à la contemplation des chefs-d'œuvre de la Renaissance du XVIe siècle. Donc, eux, ils étaient considérés comme des touristes, donc ceux qui faisaient le grand tour. Donc, c'est de là que le mot touriste est apparu, est né pour la première fois. Le ist, c'est quoi? Donc, ce sont les personnes qui font ce tour-là, le grand tour. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et du coup, ils ont vu toutes sortes de luxe. Donc, peu à peu, ça s'est démocratisé. Ils ont organisé même des combats de coq au niveau des... Justement, des navires après, ça a pris ce qu'on appelle une démocratisation avec les 30 glorieuses de 1945 à 1975. Voilà, notamment qui a été donné, en tout cas, par la révolution industrielle, les congés payés, etc. Le niveau de vie qui est devenu en tout cas élevé, mais aussi que tous les ouvriers qui parvenaient en tout cas à offrir une existence décente à leurs parents, à leur famille, pouvaient désormais se déplacer pour faire du tourisme. Et c'est de là que le tourisme de masse est né. C'est ça. Donc ils ont vendu à travers ces 30 glorieuses-là, la Côte d'Azur, etc. Et eux, ils ont vu du luxe. Donc aujourd'hui, ils vivent dans le luxe. Quand ils voyagent, ils sont dans le luxe. Ils veulent faire du tourisme autrement. Donc c'est de là que le tourisme durable et ses différents démembrements, qu'ils soient responsables, solidaires, écotourisme, en tout cas, prend cette importance-là. Et ils ne veulent plus de ce luxe, ces touristes occidentaux. C'est ça. Ils veulent faire ce qu'on appelle un dépaysement total. Ils veulent s'évader. Vous voyez, être dans un autre environnement, autre que leur environnement habituel, qui était consacré à un rythme tampon de la vie, à ce qu'on appelle le rythme mécanique de la vie. Donc quand ils viennent ici, ils veulent voir des choses différentes que ce qu'ils ont laissé chez eux. Et je pense que l'État du Sénégal doit jouer sur cela pour orienter et réorienter l'offre touristique. Orienter et réorienter l'offre touristique. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Le tourisme autrement. Abdoulaye. Père, je pense que un débat très riche. Très riche. Ça, vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, Abdoulaye. On peut rester des heures et des heures sans pour autant vraiment lâcher. Mais je pense qu'on est à la fin. Donc, il nous a fait comprendre que le tourisme est tout et tout est dans le tourisme. Et là où s'installe le tourisme, la pauvreté recule. Voilà pourquoi je dis souvent que le tourisme est l'affaire de tous. Et quel que soit l'endroit où il est pratiqué, il est centré sur l'homme et doit être basé sur le respect de l'autre. Docteur, on vous remercie. Le temps de vous souhaiter une longue vie, une santé de fer. Ce pays a besoin de vous. Nous sommes en train de relancer le tourisme. Nous sommes en train d'apporter cette révolution dans le tourisme. Vous faites partie de ce qui va apporter l'avenir du tourisme sénégalais. On vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Un dernier mot avant la fin de l'émission. Bon, c'est souhaiter à tous les Sénégalais, d'ici et de l'extérieur, une paix durable, une stabilité sociale, une stabilité financière, et que le Sénégal puisse prospérer. Puisqu'on est un pays pétrolier où, en tout cas, on trouve beaucoup de réserves, en offshore comme en onshore. Je pense que les années à venir, on peut concurrencer même les Émirats arabes unis si ces ressources-là sont bien exploitées. Voilà. Donc je souhaite à tout le monde cette paix-là. Voilà. Et vive le tourisme, vive le développement du tourisme durable. Voilà. Donc merci encore Père Kopa, merci encore M. Tendeng. Chers amis qui nous suivez sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.